grand dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Processus de paix, comment réussir une charte nationale inclusive, c'est le thème du grand dialogue de ce soir. Bientôt, le Mali disposera d'un avant-projet d'une charte pour la paix et la réconciliation nationale. C'est ce qu'a décidé le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, en créant une commission de rédaction. Ce projet sera constitué de toutes les initiatives, actions et activités concourant à la sécurité, à la paix et à la réconciliation nationale et au vivre ensemble. Pourtant, le Mali disposait d'une charte pour la paix et l'unité nationale depuis le 20 juin 2017, rédigée sur la base des conclusions de conférences d'entente nationale. Pourquoi donc une nouvelle charte? Sera-t-elle inclusive? Est-ce une charte de trop? Cette dernière sera-t-elle la voie vers la paix et une réconciliation définitive au Mali? On en sait plus dans ce grand dialogue avec nos invités. Madame Samake Fatoumata Traoré, experte des questions de gouvernance politique. Docteur Adama Traoré, membre du comité de pilotage du dialogue intermalien et président de la coordination des associations et regroupements de la société civile à Karsok au téléphone. Cheikh Oumar Soumano, spécialiste en diplomatie, paix et gouvernance. À la présentation, je suis Mrana Kilomaïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Madame Samake Fatoumata Traoré, les Maliens se sont parlé au mois de mai dernier sans filtre lors du dialogue intermalien. Que retiennent des recommandations du dialogue intermalien? Merci beaucoup Imrana, merci à tous nos téléspectateurs et auditeurs. Je pense que les recommandations de ce dialogue intermalien a été en tout cas un pas vers la construction d'une paix, on va dire, durable au Mali, dans la mesure où nous savons tous comment le processus d'Alger a pris fin. Et en même temps, je pense quand on a parlé des dialogues intermaliens, c'était surtout pour permettre à ce que les Maliens se parlent, que les Maliens échangent entre eux par rapport à ces questions de paix, de réconciliation nationale sans interférence extérieure. Et je pense que c'est ce qui a été fait durant tout le processus qui s'est achevé il y a juste quelques mois et même moins. Donc, à ce moment-là, on peut estimer que les recommandations qui ont été formulées devraient être prises en compte, non seulement prises en compte, mais éventuellement mises en œuvre. Donc, pour concrétiser ce que la voix du peuple a décidé, notamment à travers ces recommandations et ces résolutions. Il ressort de ces recommandations l'élaboration d'une charte au nom de la paix et de la réconciliation nationale. Pour quelle fin? Je pense que c'est une suite logique de ce qui vient d'être fait comme travail. Parce qu'on a longtemps reproché, en tout cas aux décideurs, de vouloir faire beaucoup de forats, on va dire des conférences, des ateliers sur des thématiques précises, même des assises, sur des questions d'importance capitale. Mais que par la suite, ça ne s'est pas suivi de concrétisation des recommandations issues de ces forats. Donc ce qui semble être un gâchis, non seulement pour le budget de l'État, mais aussi pour les populations qui attendaient beaucoup de ces différentes rencontres-là. Donc je pense que l'objectif recherché par l'élaboration de cette charte, c'est surtout de concrétiser la volonté, en tout cas de ceux qui ont quand même émis ces recommandations-là, mais en même temps aussi de donner suite à aux conclusions de ces travaux qui quand même a réuni beaucoup de citoyens maliens et qui a permis également de discuter des questions cruciales en lien avec la paix, la sécurité et la réconciliation nationale. D'accord. Je rappelle qu'il ne s'agit pas d'une commission de suivi des recommandations du dialogue intermalien, mais plutôt une commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation. Quand vous avez appris cette annonce, qu'est-ce qui vous est venu tout de suite en tête, Cheikh
Bon, vous savez, je me joins surtout à l'analyse faite par celle qui m'a précédé, ma co-débattrice. Vous savez, quand on sort d'un tel événement, ce dialogue intermalien, qui a la particularité d'avoir été, j'allais dire, inclusif, et surtout qui s'est tenu intermalien, c'est important de le dire. Par le passé, ce qu'on a reproché à l'accord de fin d'Alger, c'est parce que les discussions se sont tenues hors du Mali. Et cette fois-ci, c'était au Mali et c'était à 3 niveaux, local, régional et national. Et donc d'ailleurs, comme elle a dit, à la sortie des recommandations, évidemment, il était quand même, ça ne devait pas surprendre qu'on aille vers cette voie d'une rédaction de charte. Et qui, de mon point de vue, allait prendre en charge quelques observations, peut-être parce que vous savez, et quand vous regardez même les recommandations, donc on estimait qu'elles étaient assez trop longues, et on pouvait faire un travail de reformulation parce qu'il y a souvent des doublons, de mon point de vue, il y a des choses qui se redisent de 2 ou 3 fois, mais cela n'est pas grave en soi. L'essentiel, c'est que, avec l'esprit qui a prévalu dans cette initiative de faire du dialogue intermalien, c'était d'arriver véritablement non seulement vers la paix, mais aussi vers la réconciliation. Et je pense que le peuple malien a besoin de se réconcilier. Si on essaie de voir pratiquement toutes les franges ont connu cette division. Il y a une distension à tous les niveaux, pratiquement, mais on ose espérer qu'avec la rédaction de cette charte-là, que ces dissensions seront un mauvais souvenir et qu'on puisse véritablement prendre la route du développement. Est-ce à dire qu'il existe des interrogations à se faire sur le bien fondé de ce projet? Moi, je dirais non. Moi, je dirais non, parce que moi, je comprends. En fait, il n'y a pas de charte de trop, il n'y a pas de discussion de trop, il n'y a pas de document de trop dans cette situation. Vous savez, la crise que le Mali traverse, elle est tellement profonde. Beaucoup de choses se sont entremêlées. Vous savez, il y a une question djihadiste, il y a des problèmes économiques, il y a également, vous savez, il y a plein de choses. Hein. On a essayé et c'était bien de s'attaquer en même temps à cela, parce que sous d'autres cieux, on peut vouloir prioriser. Et je pense qu'avant même, ce pouvoir-là, le pouvoir qui s'est précédé, la même question s'était posée. Mais nous avons vu à l'époque que la charte, enfin l'accord qui avait été signé, il y avait beaucoup de choses à redire. Et c'est pour cela, moi j'ai dit, quand on a dénoncé cet accord-là, la nature est en horreur du vide, il va véritablement procéder au remplacement. Et donc, on n'a pas réinventé la roue. Ce sont ces hommes et ces femmes vaillants que je salue au passage, qui ont fait ce travail remarquable pour le dialogue intermalien qui, pour l'essentiel, ont été reconduits. Et je pense que c'est une matière qu'ils connaissent parce qu'en fait, ce qui est important, on ne va pas demander à d'autres qui ne sont pas familiers, j'allais dire, du problème et de la chose. Et donc, ça va être une continuité en espérant que, en fait, les uns et les autres vont leur donner des propositions pour que tous ces éléments soient intégrés dans le document. Docteur Adam Traoré, vous êtes membre du comité du dialogue intermalien qui a recommandé d'ailleurs cette commission de rédaction de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation. Pour quelle fin, selon vous? Ben, au fait, c'est la suite logique. Je rejoins les deux intervenants, ceux qui viennent de me précéder. Au fait, c'est un aboutissement. Aujourd'hui, on est parti demander au peuple malien de se prononcer. Ils sont parlés. Et il y a eu beaucoup de demandes. Maintenant, il y a un volet très important, qui est la réconciliation et la paix. Alors maintenant, il y a une charte qu'on va rédiger pour aboutir effectivement à cette réconciliation et cette paix-là. Et donc, à l'intérieur, il y a beaucoup de demandes. Hein. Mais l'essentiel, d'abord, c'est que le peuple se réconcilie avec lui-même. C'est le point le plus important. Pour nous, société civile, on s'est parlé, effectivement. Il y a beaucoup de demandes, effectivement. Mais maintenant, il faut aller étape par étape. Cette première étape, c'est aller vers la réconciliation et la paix. En se disant que ceux qui vont rédiger la charte, on va tenir compte pas des demandes. La demande est énorme. Parce que tout aboutit finalement à l'économie. Il faut qu'il y ait les moyens pour pouvoir traduire dans les faits ce qu'ils ont demandé, les résolutions.
Alors maintenant, moi je pense que la charte est bienvenue. C'est la suite logique, n'est-ce pas, de tout ce qui est sorti, n'est-ce pas, des résolutions. La seule chose maintenant, c'est qu'on aboutit maintenant qu'on érige définitivement une charte maintenant qui va aboutir à la réconciliation et à la paix. Et je pense que vraiment pour nous, c'est la seule logique de ce qui a été dit. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de demandes dans la paix et la réconciliation. Alors comment satisfaire les attentes des populations dans cet avant un projet de charte? Mais déjà, il faut passer à l'acte. On ne se limite pas simplement à des demandes, à des actions, mais il faut mener passer à l'acte. Comment trouver les moyens pour effectivement satisfaire toutes ces demandes-là? Vous vous rappelez qu'il y a quand même une thématique, la commission économie et développement durable, qui doit être, si vous voulez, l'épine dorsale de tout ce qu'on est en train de faire. Économie et développement durable, maintenant, comment trouver les moyens pour effectivement répondre à toutes ces demandes-là? Alors cette thématique, dans les jours à venir aussi, va sûrement se prononcer, voir maintenant comment on va faire pour qu'effectivement nous puissions avoir les moyens suffisants pour répondre à la grande demande et sortir, n'est-ce pas, des concertations. Alors moi je pense qu'il y a un premier pas, il y a d'autres à venir, et certain que dans les jours à venir également, on va également continuer dans les faits. On ne va pas rester dans les textes, on ne va pas rester dans les réunions. Ceux qui vont rédiger, ils vont continuer à rédiger, mais pendant ce temps, on va maintenant comment on va trouver les moyens pour répondre à la demande. Donc il y a la commission économie et développement durable qui va sûrement prendre la relève pour qu'on puisse trouver les moyens suffisants pour répondre à ces demandes-là. D'accord. Docteur Adama Traoré disait tout à l'heure que lors du dialogue, les Maliens se sont parlé, il y a eu beaucoup de demandes. Est-ce à dire que l'élaboration de charte pour la paix et la réconciliation est une priorité par rapport aux autres demandes? Bien évidemment, c'est une priorité parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui au Mali, la question de sécurité occupe une place centrale. Sans sécurité, il n'y a pas de développement. Et sans développement, alors on connaît le résultat. Alors, nous sommes un pays qui est confronté à une crise. Depuis 2012, on le dit, mais c'est beaucoup plus avant. Alors, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de se demander que pouvons-nous faire concrètement pour que nous puissions trouver une solution définitive à cette crise. Parce que nous savons très bien que tout dépend justement de la question de paix et de sécurité. Et nous savons qu'il y a eu beaucoup d'atrocités qui ont été commises. On sait également qu'il y a beaucoup de vies humaines qui sont perdues. On sait qu'il y a eu des dégâts, des dégâts, on va dire, de matériel, de biens. Et je pense même que ça va même au-delà, c'est-à-dire c'est le développement même du pays qui est mis en berne. Alors, ce qui est sûr, c'est que la sécurité occupe une place primordiale. Ce n'est pas seulement du côté des autorités, c'est d'abord une demande sociale. Le peuple a demandé à être sécurisé. Et le rôle régalien de l'État, justement, c'est de sécuriser les personnes et les biens. Donc, cela occupe justement une place primordiale et c'est une priorité pour la nation d'aller justement vers un document, donc solennel, juridique solennel, appelé charte, pour justement, on va dire, livrer les grandes orientations par rapport à comment concrétiser cette question de paix, de sécurité et de réconciliation nationale. Adam a posé tout de suite la question des moyens, c'est-à-dire que le Mali dispose vraiment des moyens pour satisfaire cette ambition de paix et de réconciliation. Bien sûr, je pense que la question de moyens est une question de volonté. Parce que dans tout acte que l'État devrait poser, cet acte-là devrait répondre à l'aspiration du peuple. Et si l'aspiration du peuple, c'est d'abord la sécurité, les moyens suivront. Parce qu'il s'agit de prioriser ce que nous voulons réellement. Et je pense également que quand on regarde bien ce qui se passe depuis le début de la transition, c'est que la question de sécurité a occupé une place centrale. Et on a vu le budget qui est presque à 25% par rapport aux questions de paix et de sécurité. Donc, cela dénote de l'importance de ce secteur-là, de ce domaine-là à privilégier. Mais également, on peut dire que la question de moyens
c'est une volonté politique forte, d'abord. Ensuite, c'est une question, on va dire, c'est pas les moyens financiers qui règlent tout. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient se faire, même sans peut-être même dépenser autant. Mais la question de moyens, c'est les moyens humains, les moyens techniques, les moyens financiers. Donc tout cela va concourir justement à satisfaire cette demande sociale. Le Mali va élaborer un avant-projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation, pendant que le Mali disposait déjà d'une charte de paix et de l'unité nationale. Pourquoi aller encore vers cette charte? Est-ce que c'est une modification de cette charte ou bien on refait une charte nouvelle? Alors moi je ne dirais pas une modification, je dirais plutôt une réadaptation. Parce que depuis cette date, il y a beaucoup d'eau qui ont coulé sous le pont, il faut le noter. Tous les éléments sont importants. Vous savez, quand vous parlez de paix, il ne peut pas avoir de paix sans réconciliation. Et pour qu'il y ait la réconciliation, il faut ce triptyque de se parler, dialoguer et se pardonner. On ne peut pas arriver à une réconciliation sans se parler et se pardonner. Et en général, il y a un conflit parce que les gens se comprennent mal. Il y a un problème de communication. Et c'est pour cela qu'on dit que le dialogue, c'est un outil d'or de résolution de tout conflit. Et donc, quand on met en priorité cette réconciliation, et je vous ai dit, il y a eu beaucoup d'eau qui ont coulé sous le pont entre-temps, parce qu'avec cette charte, vous l'avez indiqué, il y a eu tellement de choses. Et entre-temps, il y a des personnes, peut-être étant frustrées, peuvent ne pas se reconnaître dans ce qui a été fait, parce qu'ils vont dire, en dénonçant cela, on n'est pas d'accord. Mais quand on a pris déjà le courage de pouvoir ouvrir ce dialogue-là, et je l'ai dit à 3 échelles, locale, régionale et nationale, avec, imaginez, plus de 300 recommandations, ça veut dire que réellement les gens se sont parlé. Et quand on se parle, ça veut dire que nous allons, autant que faire se peut, essayer de faire taire ces frustrations, de pouvoir arrondir les angles. Et en ce moment, on est bien parti pour la réconciliation. Et quand il y a la réconciliation, il peut y avoir la paix. Et quand il y a paix, en ce moment, on est sûr qu'on a maîtrisé. Moi, je cite toujours un exemple, le cas de l'Ouganda, qui a été, et puis le cas de l'Afrique du Sud. Je pense que le processus a bien réussi. Et on voit le niveau de développement. Je cite récemment le cas du Tchad, où il y a eu justement ce dialogue qui était surtout politique, mais qui est parvenu quand même à stabiliser le pays. Donc moi, je pense qu'on ne doit pas avoir des mauvais œils, il ne faut pas avoir de mauvaises intentions. Beaucoup de gens, quand je vois un peu des commentaires fallacieux, certains commentaires fallacieux, ou même tendancieux, sur les réseaux sociaux, ils prennent de mauvaises intentions à nos autorités. Moi, je pense qu'il ne faut jamais prouver tout de suite la mauvaise foi. Moi, je suis de ceux-là qui prouvent toujours la bonne foi, qui présument toujours la bonne foi. Donc, j'estime qu'il faut leur faire confiance. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que l'appellation ministère de réconciliation a été prise à souhait. Donc, déjà, ça veut dire que depuis aux premières heures du premier gouvernement de la transition, il y avait l'intention d'aller vers cette paix et cette réconciliation. C'est vrai, le processus est long. Et la paix, c'est un processus. Il ne faut pas que les gens se disent, parce qu'on dit paix, il y a des étapes. Et pour moi, c'est vraiment logique ce qui se fait. Et il n'y aura pas de document de trop, il n'y aura pas d'effort de trop. Elle a dit que ça ne nécessite pas forcément des moyens financiers. Peut-être les moyens humains. Et c'est pour cela que j'ai tout à l'heure salué la qualité de ces hommes qui animent justement cette commission-là, qui vont nous éventuellement... Une cinquantaine de membres et 46 experts. Et ce n'est pas trop? Je ne crois pas. Il y a la complémentarité, il y a le fait qu'il y a une multidisciplinarité. Parce que quand on parle de paix, la question qu'on va tous se poser, est-ce que c'est déjà une question purement juridique? Est-ce que c'est une question sociologique? Est-ce que c'est une question diplomatique? Chacun peut avoir sa vision. Moi, je dirais que la question de paix, la question de réconciliation, c'est d'abord sociologique. Parce que les problèmes sont sociologiques. Donc quand on a des experts d'un certain niveau, ils peuvent se faire compléter par les juristes, parce que ça, c'est des instruments. On va travailler sur des accords, des conventions, etc. D'autres aussi peuvent penser que la question de paix, de réconciliation, c'est aussi une question économique. Parce qu'ils vont se dire, certains qui ne se sentent pas en sécurité économique, même en sécurité financière, peuvent aussi constituer un autre conflit. Donc, pour moi, je pense qu'il y a eu des intellectuels qui ont pensé, faisons-leur confiance, ayons confiance à leur intelligence. Et il faut aussi les juger au bout de la tâche, quoi.
Docteur Adama Traoré, aller vers l'élaboration d'une charte pour la paix et la réconciliation, et ça dire que la charte qui existait déjà au nom de la paix et de l'unité nationale n'a pas enregistré des avancées dans le retour de la paix et de la cohésion sociale. Bon, il faut tenir compte d'une chose, c'est qu'un texte doit pouvoir s'adapter. C'est pourquoi souvent on va vers les révisions constitutionnelles. La Constitution nationale, on révise. Pour quelle raison? À chaque fois qu'on constate qu'il y a une évolution, mais il faut qu'il avance. Alors maintenant, ce qui a été fait avant, à l'état actuel des choses, on estime qu'il y a du nouveau. Que c'est cette idée géniale que les Maliens se retrouvent pour dire qu'en face à face, sans interférence extérieure, nous-mêmes, personnellement, qu'on s'assoit, qu'on se regarde, qu'on parle. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, par rapport à ne pas mettre, évidemment, ne pas indexer ce qui est passé, mais c'est que le texte alpha, le texte peut avoir des erreurs, peut avoir des fautes de vigilance. Et j'estime aujourd'hui que ce n'est pas un texte de trop, au contraire, l'idée a été géniale, parce qu'actuellement, ça traduit réellement la volonté de tout un peuple. Le peuple a adhéré, le peuple a parlé. Alors, nous devons faire tous ces aspects-là. Alors, surtout cette fois-ci, c'est pour traduire dans les faits les résolutions sorties de la demande sociale. Et mon frère l'a dit, il n'y a pas que la sécurité physique, il y a la sécurité financière, il y a la sécurité économique. Il y a toute une panoplie, n'est-ce pas, de demandes sur lesquelles on va aboutir à ça. Alors moi, je pense que ce qui est là actuellement, c'est de, c'est venu au bon moment opportun. Alors, quelles étaient les imperfections de la charte de la paix et de l'unité nationale rédigée en 2017? Mais en 2017, dans quel contexte notre charte a été rédigée? Vous avez suivi? On va faire tout l'historique. Vous avez suivi dans quel contexte c'est fait? C'est après la conférence d'entente nationale. Après la conférence d'entente nationale, les gens se sont retrouvés dans une salle, on a regroupé, on a sorti une charte. Ici, on demande, on a mis en place toute une panoplie de personnalités, d'experts, pour maintenant rédiger un pacte national en se référant sur ce dialogue-là, en se référant sur ce qui est ressorti, en se référant sur l'ensemble des résolutions. Il y a plus de 300. Il faut tenir compte de ça. Donc, en fait, c'est pour neutraliser dans les faits, ce qu'on a eu à dire. Mais depuis la charte qui a été rédigée là, maintenant, qu'est-ce qui a été traduit dans les faits? Qu'est-ce qui a été traduit là-dedans? Alors, c'est pour corriger tout ça. Et maintenant, on va aller à l'essentiel. On ne va plus aller maintenant, on ne va pas rester dans des textes qu'on va rédiger, dans les textes qu'on commence pas de la journée à lire, mais maintenant, il y a une charte qui va être rédigée par l'ensemble des experts qui ont été choisis pour ça. Donc, ce qui veut dire que toutes les imperfections qui se sont retrouvées dans la charte pour la paix et de l'unité nationale seront corrigées dans cet avant-projet? Ça c'est certain. Laissons le soin à ces différents experts qui ont été choisis pour ça, de réfléchir, parce que quel que soit Alpha, ils vont encore réunir le peuple pour présenter le fruit de leur travail. Alors on verra à ce moment-là une quête dessus. Ce n'est pas un texte qui va se débrouiller simplement au travail des experts. Ils vont revenir après au peuple et dire bon, maintenant, voilà une charte qui vous concerne par rapport à ce que vous avez demandé. Alors on voit maintenant si oui ou non ça correspond effectivement à la vision que le peuple a demandé et projeté. D'accord. Madame Samake, la commission de rédaction de cet avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation est composée d'une cinquantaine de membres et 46 experts. C'est-à-dire que cette commission pourrait tenter de trouver des solutions aux questions qui divisent les Maliens. Bien évidemment, je pense que l'objectif recherché, c'est exactement cela. Parce que, oui, effectivement, 49 membres, dont 10 femmes, au sein de cette commission, présagent quand même d'une certaine volonté
d'aller de l'avant, surtout que la plupart des personnes sont soit des experts en la matière, soit des personnes qui étaient déjà dans la commission, disons, dans le comité de pilotage du dialogue intermalien. Donc, ça veut dire que c'est des personnes qui ont suivi de bout en bout tout le processus lié au dialogue intermalien, qui ont une connaissance approfondie ou une maîtrise des recommandations et des résolutions de ce dialogue-là. Donc, quelque part, ces personnes-là devraient normalement trouver justement les voies et moyens, parce que ce n'est pas pour rien qu'on a un président, des rapporteurs, même si je déplore le fait que il y a un président, 2 rapporteurs et qu'il n'y ait pas de femmes. Ça, je parle sous la casquette de la spécialiste genre que je suis, et qu'il y ait 10 femmes. Donc, la loi 052 n'a pas été respectée. Mais quoi qu'il en soit, c'est des hommes valables, c'est des femmes valables qui ont été choisis justement pour travailler sur cette question-là. Maintenant, la solution, je pense que la solution est déjà connue parce que les recommandations sont déjà la solution à travers le dialogue intermalien. Et quand on va faire une charte, justement, on doit pouvoir identifier, disons, travailler sur ce qui a été déjà fait en termes de besoins ou, comme l'a dit mon prédécesseur, en termes de demande sociale, et ce qui va aboutir certainement à une solution qui sera applicable à tous les Maliens et même aux personnes qui viendront de l'extérieur. Ce document qui servira de guide pour le retour de la paix et de la réconciliation nationale, doit-il en tenir compte des échecs précédents? Mais bien sûr, et je pense que c'est ce travail-là qui est en train d'être fait. Vous savez, avec la charte pour l'unité que vous avez évoquée en 2017 et qui a été adoptée 2 ans après l'accord d'Ajo, ou bien on peut dire accord pour la paix et la réconciliation nationale, c'était, disons, cette charte-là était une charte qui avait été faite, disons, remis par le médiateur de la République. Et le processus que le dialogue intermalien a suivi pour arriver à cette commission, ce n'était pas du tout la même chose pour arriver à l'élaboration de cette charte que nous connaissons en 2017. D'ailleurs, à l'époque, qu'est-ce qui avait été dit? On disait que la CEMAD rejetait cette charte-là et qu'après, il y avait les partis politiques qui déclarent n'avoir pas été consultés. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte différent où le Mali n'a pas, mais plus, c'est-à-dire le Mali n'a plus le dos au mur, comme on le sait avec la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation en 2015. Mais également, on est dans un contexte où il y a une suspension des activités des partis politiques. Donc, ce qui, quelque part, réduit à des simples citoyens, même les responsables des partis politiques, et qui peuvent éventuellement aussi contribuer non seulement au dialogue, mais aussi, disons, quand on va élaborer cette charte-là. Donc, je pense que les processus n'étaient pas les mêmes, la démarche suivie n'était pas la même. Et en même temps aussi, on est dans un contexte différent où le Mali crie sa souveraineté à travers le monde et souhaiterait justement répondre aux attentes des populations. Donc, je pense c'est dire que justement les solutions, on les trouvera ensemble et normalement dans cette charte, nous devrions y trouver notre compte pour la paix et l'unité nationale. Je pense qu'il y a également 2 éléments à retenir qui n'ont pas été tenus compte lors de ce dialogue intermalien, notamment les Maliens exilés qui n'ont pas participé à ce dialogue intermalien et puis le groupe séparatiste qui n'ont pas aussi participé à ce dialogue intermalien qui aujourd'hui ont également peut-être leur mot à dire dans cette charte pour la paix et la réconciliation nationale. Mais je ne sais pas si j'ai la même lecture que les autres par rapport à cette question. Mais pour moi, les Maliens en exil sont des Maliens en exil. Il ne s'agit pas des Maliens vivant à l'extérieur, mais vous parlez bien des Maliens en exil. Les Maliens sont allés en exil pour une raison. Et c'est comme si vous dites que ce dialogue intermalien a été fait
sans faire participer les personnes qui sont détenues dans les prisons, par exemple. Ou bien, je ne sais pas moi, c'est un peu ça. Et en même temps aussi, quand on regarde les autres aspects liés au fait que les groupes séparatistes n'étaient pas là. On ne parle plus de groupes séparatistes dès qu'on parle de dialogue. Parce que ce n'est pas un accord, et je l'ai répété plusieurs fois lors de mes échanges, ce n'est pas un accord qu'on est en train d'élaborer, on parle de dialogue. Et ce dialogue-là doit se faire entre des Maliens, des personnes qui se reconnaissent des citoyens à part entière, pas les personnes en conflit avec la loi, pas les personnes qui déclarent ne pas reconnaître la République du Mali, pas avec les personnes qui estiment que nous ne pouvons régler le problème que par les armes. Parce qu'un dialogue, on sait que même si vous allez avec les armes, à la fin, c'est le dialogue qui devrait permettre de trouver des solutions parce que tout finit par, disons, sur la table des négociations. D'accord. Voilà. Cheikh Oumar, en quoi cette charte qui sera élaborée pourrait-elle être l'espoir d'une solution durable pour le Mali? Moi, je pense que déjà, le contexte qui a prévalu son élection, parce que, comme je l'ai dit, on va tirer des enseignements de tout ce qui s'est passé. Ça, c'est important. L'ancienne charte, c'était en 2017, il y a 7 ans. Que d'événements sont passés en 7 ans. Et que le contexte a changé. Et ensuite, moi aujourd'hui, quand on regarde les recommandations, quelque part, je ne partage pas peut-être l'avis de Mme Samaké, parce qu'il y a des accords, une des conclusions justement de dialogue intermalien ont porté sur le fait qu'il faille ouvrir le dialogue avec le groupe armé. Donc, je pense que en ce moment-là, quelque part, c'est aussi bien la pertinence, parce que cette charte va non seulement remplacer l'accord d'Alger que l'État, de façon responsable, a dénoncé. Moi, je suis d'accord avec cette attitude-là. Maintenant, si on veut la paix, on va éviter tout bobo. C'est-à-dire, quel que soit le petit conflit, il faut l'éviter. Maintenant, la question qui me paraît assez intéressante, qui taraude un peu mon esprit, c'est que quand on est dans un processus de recherche de paix et de réconciliation, il faut peut-être faire le point sur le statut de ceux qui ont en charge la question. Est-ce des négociateurs ou des médiateurs? Parce que généralement, le négociateur en matière de diplomatie, c'est celui qui vient défendre les intérêts de quelqu'un avec un point de vue bien précis. Et le médiateur, lui, de mon point de vue, il est neutre, il est dans une situation neutre. Et voilà pourquoi, quelque part, moi, ça me donne l'idée de dire pourquoi n'est pas intégré actuellement dans le dispositif institutionnel ou même juridique le médiateur de la République, qui ne serait-ce que de façon à avoir le statut d'observateur. Parce qu'aujourd'hui, elle fait ce travail-là. La médiature de la République fait le travail de réconciliation entre les États. Donc, il regardait toutes les plaintes qu'elle reçoit aujourd'hui, avec tout ce qui est fait comme que travail remarquable. Donc, moi, je me dis, en tout cas, s'il y a conseil à donner, ou s'il y a proposition à faire, c'est bien. On a tous ces experts. Et vous l'avez dit, certains disent, est-ce qu'il n'y a pas de trop? Pour moi, il n'y a pas d'excès. En fait, il y a une complémentarité. Mais ce qui pourrait être encore intéressant, et qui pourrait être la touche maliano-malienne, c'est de voir dans quelle mesure, aujourd'hui, on a une structure administrative qui est en charge déjà, qui fait ce travail depuis fort longtemps, et pouvoir rapprocher. Parce que certains peuvent décider de ne pas accepter ce dialogue-là, cette main tendue, en se disant non, ceux qui sont en face de non ne sont pas des médiateurs, mais sont plutôt des négociateurs. Bien entendu. Alors, comment mettre en œuvre les conclusions qui sortiront de cette charte? Mais déjà, vous avez une loi d'entente nationale qui a permis de régler un certain nombre de questions. Si vous voyez le procès du capitaine Sanogo, c'est cette loi d'entente nationale qui a été prise au nom en 2018. Donc pour moi, aujourd'hui, à partir de cette charte qui sera établie, ça peut être le socle. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses. Les Maliens se sont déjà pardonnés. Ça trouvera qu'on s'est pardonné, on s'est parlé. Et la justice aussi sera confortée par rapport à un certain nombre d'actions de tolérance, etc., qu'on pourra lui demander. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier que tout ça rentre dans le cadre de l'exécutif.
Et donc après, elle a dit, si d'aventure il est question d'aujourd'hui de pardonner justement aux actions posées par certains exilés, et c'est cette charte qui va poser les bases. Et fort de là, on pourrait tirer tout ce qui est le texte législatif qui pourrait aussi conforter la justice malienne à pouvoir aller dans le sens justement de ce qu'on veut. Donc vous voyez, tout est une question, tout est imbriqué l'un dans l'autre. Et voilà pourquoi j'ai dit il faudrait que, avec toutes ces expériences que nous avons, que nous tirons des enseignements de tout ce qui a été vécu, de tout ce qui a été vu, avec aussi, j'allais dire, les compétences des uns et des autres. Docteur Adama Traoré, ce document devrait-il aplanir les divergences à Paris sur certaines questions lors du dialogue intermalien, notamment l'exclusion des exilés dont on a parlé tout de suite, des exilés politiques et le groupe séparatiste? Écoutez, je pense qu'il faut maintenant revenir à la carte départ. On a eu dans cet ensemble-là un dialogue qui a réuni l'ensemble des Maliens, aussi bien d'intérieur que de l'extérieur. Il faut donner tout le monde à contribuer, dans toutes les ambassades à travers le pays, partout où le Mali a une prétention, tout le monde est là. Donc les Maliens sont parlés aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Il faut d'abord que ça soit clair. Ça n'a pas été un débat, c'est inclusif à tous les niveaux. À l'intérieur aussi, on s'est parlé. À l'extérieur, dans toutes les ambassades, les consulats, les gens sont venus, ils sont exprimés. Et tout a été pris en compte. Le président de Mali de l'extérieur, Abid Sira, était là, n'est-ce pas? Il a attendu ça au cours, n'est-ce pas, de la dernière rencontre. C'est pour vous dire que maintenant, il faut aller à l'essentiel. Le dialogue est terminé. Maintenant, on est en train de travailler dans les faits. Ce que le peuple a demandé. On peut encore passer le temps d'accord de dialogue. Ça, c'est terminé maintenant. C'est terminé là. Exilé, pas exilé. Maintenant, les Maliens sont mis d'accord. C'est l'essentiel pour leur survie, pour la nation, pour le peuple. On se limite à ça en tant que civil. On veut maintenant qu'on passe à l'acte. On va plus se tourner maintenant dans les valeurs du cycle d'accord. Pas d'accord sur quoi. Maintenant, l'essentiel est fait. On a maintenant nommé des gens. Il faut vous rendre compte d'une chose. Tous ceux qui ont été nommés dans cette commission-là, pour la charte, pour la rédaction, chacun a déjà été à la base. Au niveau communal, ils étaient déjà là. Ils ont pris directement avec le peuple. Dans les ambassades, on a envoyé des représentants qui étaient là. Donc, en vous écoutant, on peut dire que cette fois-ci, les causes profondes du conflit malien ont été bien analysées et trouveront leurs réponses dans ce document qui sortira bientôt. Ça, c'est certain. Car chacun a été déjà depuis la base. Ils ont été directement dans toutes les zones, dans toutes les régions. Le communal était là, au niveau national, ils étaient tous là. Depuis la commune, la région et la nation. On s'est pas dans tous ces niveaux-là. Donc ça, c'est bouclé. Maintenant, on va travailler dans les faits. C'est les grandes demandes de l'extérieur et de l'intérieur. Nous pensons que ceux qui ont été nommés là sont ceux qui ont effectivement été présents sur tous les fronts, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Le choix n'est pas fait au hasard. Au niveau du comité, on a fait une telle 160 personnes. Puis là-dedans, on a fait une 49. C'était vraiment des experts. Ceux qui étaient là à la base, ils ont participé à tout. Ils étaient au niveau de la population, à la base, dans la commune, dans la région et au niveau national. Et les autres, c'est pareil. D'accord. Maintenant, allons-y à l'essentiel. Le document qui va sortir de là, on sait pas, c'est pour neutraliser ce qui a été dit. Au niveau, n'est-ce pas, dans l'ensemble. D'accord. Madame Samake, quelle garantie pour le respect de la charte pour la paix et la réconciliation qui sera adoptée à la fin de ces travaux? Alors, question importante. Quelle garantie? Je pense qu'on ne peut pas parler de garantie pour l'instant. La garantie d'une charte, c'est l'autorité. C'est l'autorité, c'est aussi les parties prenantes. Parce que dans une charte, on va évoquer, justement, c'est un acte qui permet de baliser le chemin vers la paix et la sécurité. Et à ce titre-là, donc, il y aura vraiment des dispositions qui vont concerner tout un chacun par rapport justement à comment arriver à cette paix et cette sécurité et réconciliation nationale. Alors, pour moi, la garantie, c'est le peuple malien, c'est les autorités maliennes par rapport justement à
on va dire, au respect scrupuleux des dispositions de cette charte, mais aussi qu'on mette en place les mécanismes, les moyens, les instruments en place, justement pour que cette charte-là soit mise en œuvre de façon efficace et efficiente. Donc, en termes de garantie, je pense que c'est nous-mêmes d'abord, avant de parler d'autres choses. Parce que quand on regarde bien ce qui se passe, beaucoup de gens sont suspicieux par rapport à comment tout cela va finir. Et je me souviens quand je participais au dialogue intermalien, quelqu'un me disait, mais écoutez, vous allez faire ce dialogue, mais vous allez voir, il n'y aura rien après. Donc, quelqu'un me disait ça. Parce que tout le temps, on est pessimiste. On se dit, ça ne va pas marcher. Et ce n'est qu'après qu'on se rend compte que quelque chose est en place et qu'effectivement, on pourra avancer avec ça. Et pour avancer, il faut que nous soyons ensemble, que nous restons ensemble et que nous cheminons ensemble. Nous donnons le dernier mot à Cheikh Oumar Soumano. Qu'est-ce qui pourrait être dit dans cette charte et qui doit être respecté par tous? Déjà, la garantie, c'est la charte elle-même qui va avoir ce défi de maintien, d'être en phase avec le contexte, déjà avec la vision et avec le futur, c'est important. Elle a dit ça va être le socle d'une paix durable qui sera fondée, sera l'une des fondations de cette paix durable qu'on recherche tant depuis des années. Et moi, je n'ai pas eu la chance de participer au dialogue, mais j'ai suivi de loin. Je me reconnais dans les recommandations et je sais que, surtout pour les aspects économiques aujourd'hui, tout ce qui a été proposé, si on parvient à les mettre en œuvre, on pourra en tout cas réduire autant que faire se peut cette frustration qui aujourd'hui divise en partie les Maliens. D'accord. Adama Traoré, en quelques secondes, qu'est-ce qui pourrait être dit dans cette charte et qui doit être respecté par tous? Mais en résumé, en 2 mots simplement, je dis, dans toute nation du monde, l'armée fait la guerre, c'est le peuple qui fait la paix. Et ceux qui ont initié, c'est ceux qui ont compris. Maintenant, ils ont l'idée, nous allons sécuriser et faites la paix. On dit bien paix et réconciliation. C'est seul un peuple qui fait la paix. Ils ont fait leur rôle, ils ont initié, et maintenant, allons-y, donnons-nous la main pour qu'on puisse dans les faits. L'ambition de ceux qui sont aujourd'hui, qui ont les rênes de ce pays, qui ont cette idée excellente, qu'on se retrouve, qu'on se parle. Je pense que l'essentiel, c'est le peuple qui fait la paix, et il faut qu'on arrête là, à ce niveau-là. C'est seul le peuple qui fait la paix. Merci à Adama. Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur le processus de paix, comment réussir une charte nationale inclusive. Et nous étions avec Mme Samake Fatoumata Traoré, experte des questions de gouvernance politique. Dr Adama Traoré, membre du comité de pilotage du dialogue intermalien et président de la coordination des associations et regroupements de la société civile CARSOC. Et Cheikh Oumar Soumano, spécialiste en diplomatie, paix et gouvernance. Ce débat vous a été présenté par Imran Akilomaïga. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.